Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet que je trouve particulièrement intéressant et qu'on voit popper un petit peu partout sur internet, dans des articles, dans la presse, depuis quelques jours, quelques semaines. Ce sujet c'est tout simplement la consommation électrique du mining du Bitcoin. Alors bon, on voit beaucoup de choses passer. J'ai vu ces dernières semaines le fait que le mining du Bitcoin la consommation électrique du mining du Bitcoin était supérieure à la consommation mondiale du coup de la production de viande de bœuf. J'ai vu que ça correspondait à plus que des États, que des pays sur une année, etc., etc. Et je pense que c'est très intéressant de poser les choses, de prendre les chiffres, de pouvoir les analyser. Et donc c'est pour ça que j'aimerais en 4 voire 5 temps dans cette vidéo prendre le temps de peut-être démystifier, mais aussi de discuter un petit peu de tout ça. Alors bon, la première chose, c'est que, on le sait, le mining du Bitcoin passe par deux types d'équipements. Le premier, c'est par des ASICs, donc des machines très puissantes qui consomment, qui ne réalisent qu'une seule tâche. Du coup, tout simplement, les calculs qui correspondent du coup à l'algorithme SHA-256 de l'algorithme du Bitcoin, mais également qui consomment énormément. En parallèle, il y a des clés USB qui étaient utilisées il y a plus de 10 ans, des petites clés USB qui consommaient très peu, mais dont le hash rate était absolument minime. Alors c'est vrai qu'il y en a encore qui sont en utilisation un peu partout dans le monde, mais concrètement, le pourcentage du hash rate de ces clés USB est tellement minime qu'on va les laisser de côté. Alors moi, mon objectif, c'est quoi? La première chose, c'est de regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport du coup aux ASICs qu'il y a sur le marché. Alors bon, on peut les regarder un petit peu partout, mais sur ASIC Miner Value, on voit l'ensemble des ASICs par rapport à tous les algorithmes qu'on souhaite, algorithme Ethash, donc du coup anciennement pour l'Ethereum, mais donc à Ethash, il y a d'autres crypto-monnaies que Ethereum, Equihash, etc. Et si on descend, on voit du Cadena avec d'ailleurs un nouvel ASICS, le Bitmain KA3, qui est sorti il y a quelques jours, et dont la profitabilité à l'heure actuelle semble absolument incroyable, alors qu'en fait, en réalité, une fois qu'ils auront été délivrés aux différentes fermes de minage et aux différents mineurs résidentiels, on se retrouvera avec une profitabilité qui aura très certainement été divisée par 10, si ce n'est par 20, probablement par 10. Et puis en descendant un petit peu, on tombe sur tous les ASICs en algo SHA-256, donc l'algorithme du Bitcoin, et à côté leur profitabilité. Alors on trouve un certain nombre de choses, en première colonne leur nom, en deuxième colonne on trouve leur date de sortie, ensuite leur hash rate en terahash ou gigahash par seconde, leur consommation électrique en watts par heure, ensuite leur décibels, donc le bruit qu'ils effectuent, et enfin la profitabilité électricité déduite. Alors bon, déjà là, quelque chose qui est très intéressant, c'est que on le sait, les fermes de minage au niveau industriel, et pas que, aussi les miners résidentiels qui ont des ASICs chez eux ou dans leurs fermes, eh bien en fait utilisent souvent un même type d'ASICs. Alors j'en ai choisi 3, mais évidemment, vous le voyez, hein, des ASICs, il y en a énormément. On va dire qu'il y a 2-3 grosses marques. Il y a la marque Bitmain, ensuite il y a la marque InnoSilicon, et puis après on trouve aussi quelques Goldshell. J'ai choisi du coup 3 ASICs, le Antminer S9, le T17 et le S19 Pro. Alors le S19 Pro qui est ici, là on a le S19J Pro. Vous voyez que c'est un ASICS qui est sorti vers les années 2020. Et puis ensuite, on a le S9 qui date d'il y a beaucoup plus longtemps et le T37 également. Le S9, on le voit, date de 2016. Le T17, un petit peu plus après, on est vers 2018-2019, puisque là, ce que je vous montrais, c'était le T17 Plus. Et donc, du coup, ces 3 ASICS qui, au fil des années, sont venus à gagner en hash rate. On le voit, hein, entre le S9 et le T17, on est passé de 16 à 53 terahash par seconde, donc un hash rate multiplié plus que par 3. Entre le T17 et le S19 Pro, on a été presque multiplié par 2. Et donc, de la même manière, au niveau de la consommation électrique, elle s'est améliorée. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent l'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est le rapport entre le hash rate, donc du coup la capacité de calcul du ASICS, et en parallèle, et bien tout simplement sa consommation électrique. Alors ce que je voulais faire, c'est regarder concrètement pour un Antminer S9, et bien regarder un petit peu ce qu'il en était. Combien de S9 il y aurait sur le réseau si toutes les fermes de minage n'avaient que ce type de ASICS. Alors du coup, pour ça, il nous faut forcément le hash rate total du réseau. Alors on retrouve sur plein de sites comme blockchain.com où là-dessus on a le hash rate des principales blockchains, et on voit que actuellement au 1er octobre, donc à la date d'hier, on a un hash rate sur le réseau Bitcoin de 233,123 millions de terahash par seconde. Alors c'est absolument colossal. Et puis du coup, si on le transforme en terahash par seconde,
voici la donnée, c'est celle qui est en jaune sur ces 3 lignes, c'est la même. Et donc pour obtenir le nombre de S9 qu'il y aurait au total de par le monde, eh bien j'ai tout simplement pris le réseau total, donc le hash rate du réseau total, divisé par le hash rate d'un ASIC d'un S9. C'est ce qui nous donne au final, s'il n'y avait que des S9 partout dans le monde, eh bien à peu près entre 14,5 et 14,6 millions de S9 dans les différentes fermes de minage un peu partout dans le monde. J'ai réalisé exactement la même chose pour le T37, il y en aurait du coup uniquement 4,4 millions, et pour le S9, il y en aurait 2,3 millions. Alors bon, on voit qu'entre le S19 Pro et le S9, il y a quand même une incroyable différence, qui est normale de par l'augmentation significative du hash rate sur ce type de machine. Et puis ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est la consommation concrètement de ces machines. Alors pour calculer la consommation de chacune de ces machines, le S9 est à 1280 watts par heure, donc j'ai multiplié par 24 heures, ce qui nous donne le nombre de watts total pour une journée, que j'ai multiplié du coup au total par le nombre de jours, et j'ai divisé par 10 puissance 12, qui correspond en fait tout simplement à l'unité de mesure pour 1 terawatt. Autrement dit, ce qu'on obtient, c'est 163,5, on va arrondir à 163, et cela correspond tout simplement à la consommation totale des 14,5 millions ASICs, multipliés par leur consommation sur une année, et cela transformé en terahash par an. Autrement dit, dans les fermes de minage partout dans le monde, il n'y avait que des S9. Et bien du coup, le minage du Bitcoin correspondrait à une consommation finale de 163 à 164 TWh par an. J'ai fait le même calcul avec les T37 qui consomment 2200 watts, donc qui sont plus efficients, puisque du coup on a multiplié par 3 le hash rate alors que la consommation n'a été multipliée que par, on va dire, approximativement 1,5. On est à 85 TWh par an. Et j'ai fait la même chose avec le S19 qui a une consommation de 3250 watts, soit presque le double du Antminer S9, mais dont là, par contre, le hash rate a été multiplié par presque 8, peut-être à peu près 7, et donc on est à 66 TWh par an. Alors, ces données, il va falloir les mettre en parallèle avec tout simplement la consommation électrique mondiale sur l'année. Et pour ça, j'ai fait différentes recherches. Je suis tombé sur le site de EDF, qui est un des plus gros fournisseurs au niveau européen, mais également mondial d'électricité. Et quand on regarde un petit peu dans différentes études, donc on obtient la consommation électrique dans le monde, et notamment celle en 2018. Donc évidemment, il y a qu'une petite différence. Les chiffres de 2000 qui sortent en 2020 sont ceux de l'année N-1 ou N-2. On ne peut pas avoir les données en temps réel. Donc du coup, je suis partie de ces chiffres-là et de cette étude qui est une étude au niveau mondial, et on était en 2018 à 22 315 TWh utilisés partout dans le monde, avec ici la répartition au niveau mondial dans les différents secteurs. Alors du coup, ce que j'ai tout simplement fait, c'est pour calculer le pourcentage de consommation dans le monde, j'ai pris du coup la consommation totale du réseau Bitcoin dans la situation où toutes les fermes de minage n'utilisaient que des S9, que j'ai divisé par la donnée, donc 24 739 TWh par an, et puis j'ai fait de même avec les autres, et ce qu'on obtient, c'est les 3 valeurs qui sont ici, que je vais venir repasser en vert. Et en fait, ces 3 données correspondent tout simplement en fait, au pourcentage de consommation électrique du réseau Bitcoin dans le cas où justement en fait on utilisait soit un S9, soit un T17, soit un S19 Pro. Alors bon, évidemment il faut prendre aussi ces données entre parenthèses, puisque du coup le 24 739 TWh par an que je viens de prendre est une donnée de 2018, alors que le hash du réseau, qui est la donnée qui est ici en jaune, est une donnée qui est réelle, qui correspond à la date d'hier, donc du coup en 2022. Donc nécessairement, il va y avoir une petite différence. Mais cette petite différence va être quoi? Va être que chaque année, on observe depuis des années et des années que la consommation électrique totale augmente. Donc on viendra à diviser non pas par 24 739, mais probablement par 25 000, peut-être même 26 000 TWh par an. Généralement, on a une augmentation de 2, 3, 4% de la consommation électrique mondiale par an, ce qui fait qu'au final, le pourcentage de consommation à l'heure actuelle des ASICs, du coup, sera nécessairement inférieur aux données qui sont ici. Toujours en prenant en considération, évidemment, que dans les fermes de minage, il n'y a pas que des S9, il n'y a pas que des T37, il n'y a pas que des S19 Pro. Ça veut dire que là, on est tout simplement dans une schématisation facile du monde, et pour pouvoir en fait correspondre un peu plus à la réalité, il faudra avoir les données tout simplement
de tous les ASICs, donc pas que de ces trois-là, mais de tous les autres, hop, de tous ceux qui sont ici, donc de MicroBT et donc aussi des autres firmes de ASICs sur l'algorithme du coup qui nous intéresse, celui du Bitcoin, faire la même donnée et puis ensuite connaître combien il y a au niveau mondial de pourcentage de S9, etc., etc. Alors ça, on pourrait le faire, hein. On pourrait bien évidemment pousser un petit peu plus loin, je pense que vous le savez. Si on va sur iOS, on a la possibilité de pouvoir observer la répartition du coup des différents types de cartes graphiques, savoir quel est le pourcentage de 1660 Super sur tel ou tel algorithme. De la même manière, savoir quel est le pourcentage de tel type d'ASICs sur l'algorithme SHA-256, etc. Et donc ça, c'est intéressant puisque derrière, ça nous permettrait de correspondre un peu plus à la réalité. Maintenant, en réalité, allez, partons du principe que on est vraiment dans l'une des pires situations, c'est-à-dire qu'en fait, au final, il n'y a que de S9, des ASICs sur le réseau Bitcoin qui sont très peu efficients. Alors, ce qu'on observe ici, c'est que l'efficience ici est de 0,08. Ici, on est de 0,04. Donc, l'efficience est 2 fois meilleure. On consomme 2 fois moins. Et ici, l'efficience est non pas 2 fois meilleure par rapport à celle-ci, mais par contre, on a une efficience qui est beaucoup plus positive, de près de 25%. Là, dans le rapport que j'ai calculé, c'est la consommation en watts, en wattheure, divisé par du coup le nombre de gigahash par seconde. Et donc du coup, plus ce rapport est petit, plus l'efficience est intéressante, et donc au final, moins l'ASICS va consommer par rapport à la quantité totale de hash rate. Bon, je pense que de toute façon, c'est une donnée que vous connaissez, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, le cas du S9 est tout simplement un ASICS qui n'est pas du tout efficient. Et donc, partons du principe que toutes les fermes de minage dans le monde n'aient que cet ASICS-là. Bon, qu'est-ce que ça va donner concrètement au niveau mondial? Alors, juste avant de passer du coup à mon deuxième point, ce qui je trouve, donc là j'ai mis le lien des articles, dont un ici où on venait à discuter justement de ça, il parlait de 77,8 TWh par an en janvier 2021. Bon, évidemment, la consommation énergétique, ils viennent à dire qu'en janvier 2021, on était à 204,5 TWh. En faisant le calcul, on est à 163. Si on regarde du coup l'évolution, hop, on est ici sur le all-time high du hash rate du Bitcoin. On n'a jamais été aussi haut. Donc au final, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il va y avoir des petites divergences, mais en réalité, bon, c'est extrêmement complexe de pouvoir obtenir une donnée vraiment pertinente et finie de la consommation du Bitcoin à un instant T, puisqu'il y a trop de paramètres à prendre en compte. Ça pourrait être fait, mais le problème c'est qu'on ne pourrait jamais être sûr des valeurs exactes qu'on choisit. On peut être sûr de l'efficience de chacun des types des ASICs, on peut être sûr du hash rate du réseau, on peut être sûr du nombre d'ASICs, du hash rate des ASICs en question, on peut être sûr de leur consommation, mais par contre on ne connaît pas le pourcentage de répartition des différents modèles d'ASICs, et c'est la donnée qui nous manque pour pouvoir en sortir du coup une donnée qui est réelle. On pourrait se baser, comme je le disais avant, sur les données de iOS, mais ce n'est pas quelque chose de pertinent, puisque on le sait bien, les fermes de minage utilisent d'autres OS que iOS. Alors bon, je pars un petit peu trop loin peut-être, mais au final, ce que j'aimerais juste terminer pour terminer ce premier point, conclure là-dessus, c'est qu'en fait, si on regarde tout simplement les ASICs qu'il y a actuellement, on voit que tous les ASICs sur l'algorithme SHA-256, ils sont tous dans le rouge. Puisque là, à l'heure actuelle, avec du coup le bear market dans lequel on est, on voit qu'en fait, il n'y a que l'ASICS le moins intéressant et celui-ci, le Bitfury B8. Et puis si on remonte, on voit que ici on a le T17, celui dont on parlait juste avant, qui date de 2019, qui est totalement pas profitable. On perd 4,25$ par jour. On remonte un petit peu, on voit qu'on a ici le S9 Hydro, qui est pas loin d'être la même chose que le S9, où on est à moins 3,5$. Si je continue à monter et qu'on cherche du coup ce dont on parlait juste avant, ici le S19 Pro, on a le S19J, on est à moins 2$ par jour, le S19J Pro et le S19 Pro, on est à moins 1$ par jour, et il n'y a que 2 ASICs sur l'algorithme du Bitcoin qui sont profitables, le S19 XP et le MicroBT WhatsMiner M50S. Autrement dit, à l'heure actuelle, les S9 ne sont plus utilisés par les fermes de minage.
Puisque les fermes de minage, on n'est pas juste sur un miner qui peut se permettre de dépenser l'électricité un petit peu comme il veut parce qu'il a 1000 ou 2000 euros de côté. On est dans la situation où les fermes de minage ont des millions et des millions, des dizaines de millions d'équipements, payent des centaines de milliers, mais vraiment des centaines de milliers d'euros en termes d'électricité. Je vous renvoie il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo là-dessus, où je m'intéressais, les fermes de minage manipulent-elles le cours de différentes cryptos. Et donc du coup, j'étais venu justement parler de la consommation électrique de ces fermes de minage, qui est colossale, malgré le fait qu'elles ont des strates pour pouvoir la baisser, et des prix absolument incroyables. Au final, en fait, les S9 à l'heure actuelle, du coup, ne minent pas. On a des ASICs qui minent. Il y en a qui sont pas profitables, probablement du coup le S19, puisque du coup il n'y a qu'une perte de 0,75 $ par jour, et il suffit très probablement d'une augmentation de 3-4% du prix du Bitcoin pour qu'il redevienne rentable. Mais par contre, un ASIC qui fait perdre 4 $ par jour à une société, à une ferme, et bien du coup évidemment est coupé. Mais partons du principe que la consommation mondiale du Bitcoin est en pourcentage, 0,66% avec uniquement des S9 qui sont vraiment pas profitables. Très bien. Eh bien, il y a quelques jours, notamment dans le Figaro, j'ai vu justement l'article dont je vous ai mis ici, et on nous dit différentes choses. Alors, j'ai vu la consommation du Bitcoin est bien supérieure à celle de l'industrie de la viande, et notamment du bœuf. Bon, ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé directement prendre les données, un peu à gauche, à droite, et je suis allé regarder quelle était la consommation en térawattheure par an de l'agriculture de manière générale. L'agriculture, tout en sachant que qui dit agriculture dit que la plus grosse partie de l'agriculture est liée évidemment non pas à la production de céréales ou autre, mais surtout à la production massive de viande avec tracteurs, enfin bref, je vous passe les détails. On est à 3760,328 TWh par an. Si on fait la comparaison avec la consommation du réseau Bitcoin, avec uniquement des S9, pas rentable, pas profitable, pas efficient, eh bien on se retrouve avec en fait tout simplement une consommation annuelle pour l'agriculture qui est 23 fois supérieure à celle du coup de notre S9. Et puis là, c'est en prenant en compte le fait qu'on le faisait avec des S9, vous voyez mon calcul. Si je décidais de faire exactement la même chose et de prendre la situation où en fait, les ASICs deviennent de plus en plus performants, on va prendre des ASICs qui coûtent de moins en moins cher en termes d'électricité, et bien du coup, ce rapport devient 56 fois 56, autrement dit, l'agriculture utilise 56 à 57 fois plus d'électricité que la consommation annuelle du Bitcoin. Alors bon, évidemment, cette donnée, elle est à prendre entre parenthèses, parce que comparer deux chiffres l'un avec l'autre, surtout l'agriculture et un outil numérique qu'est le Bitcoin n'a aucun sens. C'est deux choses qui sont totalement distinctes, avec des utilisations distinctes, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais je trouve que c'est intéressant de prendre ces données-là, parce qu'on se rend compte qu'en fait, certes, c'est une consommation, la production de Bitcoin, qui est très importante, mais finalement, elle reste faible au niveau mondial en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, d'autant plus que si on regarde par exemple par rapport au transport, on serait à 2%, par rapport à la consommation au niveau résidentiel, donc en fait au niveau des, que ce soit des locaux, des bureaux, mais également des habitations, on est à 27%, et puis ne parlons même pas de l'industrie, mais en même temps c'est normal, qui est à 42%. Donc finalement, quand on regarde, même si c'est important, eh bien du coup la consommation de la blockchain Bitcoin est, on va dire, une goutte d'eau. Une petite goutte d'eau, au final, au niveau mondial. J'ai vu autre chose aussi. J'ai vu ce petit article qui venait du Figaro qui disait que, en fait, au final, quand on prenait le coût de production du Bitcoin et qu'on comparait par rapport à la valeur qu'il avait sur le marché, eh bien, on avait un rapport qui était de 35%. Et puis, ils ont décidé de faire exactement la même chose et de calculer ce rapport avec la viande bovine, avec le gaz naturel, avec l'extraction de l'or. Alors, moi, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça très drôle puisque, en fait, dans ce que je voyais sur Twitter et dans d'autres articles qui reprenaient justement ce paragraphe-là, les autres articles, et donc sur Twitter, venaient à dire... En fait, le Bitcoin consomme plus que l'agriculture, consomme plus que la viande bovine. En fait, c'est totalement faux. Déjà, le rapport avec l'agriculture, je viens de le faire, et je pense que les données parlent d'elles-mêmes, pas besoin d'y revenir. Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin consomme beaucoup plus que la production de viande bovine. Ça veut tout simplement dire que si on effectue un calcul, un rapport entre le coût de production
et la valeur sur le marché, eh bien effectivement, ce rapport est supérieur pour le Bitcoin par rapport à la viande bovine. Mais quel est le sens de ce rapport? Quel est le sens? Ça veut juste dire qu'on n'est pas aussi efficient par rapport à d'autres. Et donc c'est d'ailleurs dans certains articles ce qui vient à dire que l'extraction de l'or, ce rapport de 4%, est bien inférieur, et 9 fois inférieur à celui de 35% du Bitcoin. Et donc finalement, je suis venu à lire ce matin des articles disant que finalement le Bitcoin n'était pas l'or numérique, mais ressemblait plutôt au pétrole numérique, puisque le pétrole, on est à peu près dans les eaux des 30-40%, on va dire entre 25 et 40% au niveau de ce rapport. Bon, moi je me pose véritablement la question de la pertinence de ce rapport, d'autant plus que ça prend en compte une donnée qui en fait dépend des marchés, qui est tout simplement le coût du Bitcoin à l'instant T. Et donc le prix du gaz naturel, quand on retire au final les crises géopolitiques qu'il peut y avoir un peu partout dans le monde, a tendance à augmenter d'un pourcentage relativement faible chaque année. Même chose pour l'or, même chose pour la viande bovine. Par contre, on le sait que tous les 4 ans, on a une augmentation significative du prix du Bitcoin avec le halving. On le sait que tous les 2-3 ans, généralement, une fois que le halving est passé, qu'on a atteint un nouvel ATH, on a un crash au niveau des crypto-monnaies. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport, c'est un rapport qui a tendance à évoluer. Et si dans un mois, le Bitcoin fait x2, eh bien du coup, ce rapport va être diminué par 2. Et donc c'est en cela que je trouve que cette donnée n'est pas pertinente, parce que c'est une donnée prise certes à un instant T, et c'est nécessaire à un moment ou à un autre de prendre les choses à un instant T, mais qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Alors, il me reste, on va dire, voire 2 derniers points à aborder. Je sais que c'est un petit peu long, mais je pense que c'est intéressant de se pencher là-dedans, et j'aime bien réaliser des sortes de petits documentaires un petit peu poussés à ce sujet. J'ai vu aussi, le Bitcoin, ça utilise plus que des pays et tout. Alors du coup, je suis allé voir sur des sites internet, sur des rapports officiels, quelle était véritablement la consommation des différents pays. Je suis tombé sur celui-ci, où on voit que la consommation annuelle pour la France est de 451 terawatts du coup heure. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous donne du coup une information par rapport en fait au nombre de terawatts-heure que chacun des pays consomme. En France, on est à 451. On voit que la Chine, on est 11 fois plus. On voit que le Japon, qui est bien plus petit que la France, consomme 2 fois plus. Donc d'ailleurs, il pourrait y avoir un rapport très intéressant calculé entre la consommation en milliards de kilowattheures, c'est-à-dire en terawatts-heure, et la superficie de chacun de ces pays. On se rendrait compte que le Japon par exemple, c'est abusé. Il faudrait se poser la question de savoir tout simplement si finalement c'est pertinent leur utilisation de la consommation électrique, alors qu'en Russie ça peut se comprendre de par les conditions climatiques et l'importance du coup de la superficie du terrain, etc. Et donc du coup, moi j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était. Alors la consommation du Bitcoin en terawatts par an, j'ai pris la même, j'ai pris celle du S9, je me suis vraiment pas embêté. On est à 163,5 TWh par an, et j'ai voulu comparer avec différents pays. Alors bon, regardons, quand on regarde du coup la consommation annuelle de l'Égypte, on est à 160 TWh par an, pour la Roumanie on est à 50, et pour l'Irlande on est à 26. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces 3 données? Eh bien tout simplement parce que si on regarde bien, le 160, ça correspond tout simplement à la consommation de notre S9. Ici, pour la consommation de notre T17, on est à 85 TWh par an. Alors, on va regarder ensemble, 85 TWh par an, on est ici. Ça correspond tout simplement à la production d'électricité, non pas de la Roumanie, mais de la Finlande. Alors, c'est d'ailleurs drôle, puisque c'est quelque chose qu'on observait un petit peu à gauche, à droite dans différents articles. Et ensuite, on va regarder la consommation à peu près 66. Ça correspond entre l'Autriche et la Colombie. On va prendre du coup la valeur inférieure, la consommation de l'Autriche en TWh par an. Et bien pourquoi est-ce que j'ai pris ces données? Parce que ça nous permettait tout simplement de pouvoir comparer. Quand on observe dans un article la phrase « Le Bitcoin consomme plus que plein de pays », j'ai vu plus de 169 pays, eh bien c'est vrai. C'est vrai. En réalité, si le réseau Bitcoin n'est composé que de Antminer S9, eh bien effectivement, la consommation électrique du Bitcoin correspond à celle d'un pays comme l'Égypte qui utilise beaucoup. C'est vrai, il faut l'admettre. Et puis si le réseau Bitcoin n'utilise que des T17, ça correspond comme la Finlande. Et si on prend le S19, eh bien du coup la consommation électrique annuelle correspond à celle d'un pays comme l'Autriche. Maintenant, il faut se dire que des pays, il y en a à peu près 200. Et que 1 parmi 200, c'est relativement peu.
C'est vrai que c'est beaucoup, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'ajoute à la réalité du terrain, qui est déjà une réalité où le contexte économique, le contexte géopolitique, le contexte également tout simplement climatique, et donc le contexte lié à la nécessité de faire attention aux ressources qui sont présentes sur Terre, c'est essentiel de le prendre en considération et d'y réfléchir. Néanmoins, c'est une goutte d'eau par rapport à beaucoup d'autres. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel est l'intérêt finalement de comparer la consommation du Bitcoin qui correspond à celle d'un pays parmi 200, parmi 250? Forcément hyper pertinent. Et puis après tout, comparons, on l'a dit juste avant, ici la comparaison par rapport à l'agriculture ou par rapport à la production de viande bovine n'était pas pertinent. La comparaison entre le Bitcoin, la consommation du Bitcoin et la consommation d'un État n'est pas non plus pertinente. Alors comparons à ce qui est comparable, c'est-à-dire à l'utilisation réelle de ce qu'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est quoi? Le Bitcoin est une monnaie qui utilise une technologie qui est celle de la blockchain. Et au total, les deux combinés font finalement ce que dans le bien commun, on appelle le Bitcoin. La consommation, c'est toujours la même, elle n'a pas bougé, qu'on fait notre calcul de tout à l'heure, en prenant en considération qu'il n'y avait que de S9, qui de toute façon, là actuellement, sont éteints, vu les prix du Bitcoin. Et bien, le système classique, il y a, ici, c'est sûrement un article que vous avez lu, que vous avez vu il y a quelques semaines, une étude qui a été réalisée et qui voulait, dont l'objectif était de regarder quelle était un petit peu, d'estimer la consommation au niveau mondial du système monétaire classique. Alors pour ça, ils ont pris la consommation d'énergie pour l'impression des billets de banque et des pièces de monnaie, pour l'extraction de ces matières, le renouvellement des pièces, le fonctionnement des guichets automatiques et du coup leur création, le transfert d'argent par les réseaux Visa ou bancaires, les systèmes de paiement électronique, EPOS, Visa, Mastercard, etc. Émettre des paiements par carte, c'est ce que je viens de dire. La gestion des bureaux bancaires avec les différentes banques. Le fait d'employer du personnel pour cela. Le fait de gérer tout ce qui est interface et puis tout ce qui va avec, etc., etc. Enfin bref, c'est vraiment une étude qui a été réalisée à très grande échelle. Ça reste évidemment une estimation, on ne pourra jamais connaître au watt près la consommation annuelle, mais donc du coup cette estimation est de 4981 TWh par an. Alors je vous laisse apprécier ces données. Pourquoi les apprécier? Parce qu'on compare du coup la consommation du Bitcoin par rapport à celle d'un État. Sauf qu'en réalité, le système classique consomme presque 5000 TWh par an, c'est-à-dire l'équivalent de la Chine, qui n'est ni plus ni moins que l'une des, si ce n'est la plus grande puissance mondiale, c'est-à-dire, autrement dit, l'un des États-Unis, la deuxième et troisième, dans le top 5 deux des 5 plus grandes puissances au niveau mondial, et donc au niveau de la consommation d'électricité, le top 2 et 3. Je ne sais pas si on se rend compte, mais certes, le système classique est essentiel. On en a besoin à l'heure actuelle puisqu'on n'a pas mieux pour pouvoir du coup réaliser les transactions, effectuer des paiements, etc., etc. Mais en fait, quand on calcule le rapport entre la consommation du système classique et la consommation du Bitcoin, le système classique est 30 fois plus consommateur d'électricité. 30 fois plus. Alors oui, comparer le Bitcoin à un pays peut avoir du sens, mais juste pour se donner une idée. Mais dans ce cas-là, il faut aussi remettre les choses en perspective et comparer la consommation électrique du système classique avec la consommation du pays. Et quand le Bitcoin consomme une fois la consommation de l'Égypte en une année, eh bien par contre, le système classique l'utilise 30 fois, si ce n'est presque 31 fois. Et en ce sens, le Bitcoin, quand on sait où il en est, on sait que la technologie n'est pas terminée. On sait qu'avec le Bitcoin Lightning et puis toutes les améliorations qui vont arriver dans les 5 ou 10 prochaines années, le Bitcoin va, petit 1, permettre beaucoup plus de transactions, beaucoup plus rapidement. Petit 2, de se démocratiser. Petit 3, eh bien du coup les fermes de minage sont dans un objectif de faire en sorte
d'avoir des ASICs de plus en plus efficients, et donc au final, qui dit de plus en plus efficient, dit également des ASICs qui consomment moins, et donc du coup qui au niveau environnemental, du coup sont plus pertinents. On le voit avec ce bear market, il y a de plus en plus de personnes, que ce soit des mineurs résidentiels ou même des fermes de minage, qui se développent dans l'éolien, qui se développent dans le solaire, et donc au final, je ne rentrerai même pas dans ce détail-là ou dans cet argument, mais ce qu'on pourrait dire, c'est tout simplement qu'au final, oui, le système Bitcoin utilise énormément en termes d'électricité, très important à l'échelle d'un État. Par contre, par rapport au système classique, c'est bien inférieur. Et surtout, l'énergie qui est utilisée pour la consommation Bitcoin est une énergie qui, il faudrait être capable de pouvoir calculer une forme de pourcentage là-dessus, mais qui devient de plus en plus verte. On le sait notamment que plein de fermes de minage se positionnent à côté des barrages, puisque les réservoirs des barrages ne peuvent pas, enfin du coup pas les réservoirs, mais les batteries des barrages ne peuvent pas garder un pourcentage assez élevé de la consommation électrique créée par ces barrages. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils le vendent à des prix mais absolument très peu importants, à 1 ou 2, si ce n'est 3 centimes le kilowattheure à des fermes de minage. Donc au final, on est sur une énergie qui se tend à être de plus en plus verte, également une énergie qui au final est parfois une énergie qui est perdue, qui certes pourrait être utilisée pour autre chose, mais qui malheureusement, dans la société dans laquelle on est, ne l'est pas. Et puis surtout, par rapport au système classique, il faudrait se poser la question, concrètement, là, si la technologie du Bitcoin avait été créée, conceptualisée, il y a, on va dire 60 ans, 70 ans, entre guillemets aux prémices du système classique. Eh bien concrètement, est-ce qu'on en serait à une consommation électrique si importante annuelle? Eh bien là, personne n'est apte à pouvoir répondre, mais je n'en suis pas sûr pour une raison qui est très simple. C'est que la technologie de la blockchain est une technologie qui est profondément plus pertinente, plus efficiente, plus intéressante que la technologie qu'on utilise actuellement dans le système classique au niveau finance. Et donc à partir de ce moment-là, seul l'avenir nous le dira. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que le Bitcoin et la blockchain a un avenir radieux devant elle. Alors évidemment, il y a des choses qu'il faut prendre en compte aussi, et ce sera mon mot de la fin. Qu'en est-il des émissions de CO2 entre le système classique et du coup le mining du Bitcoin? Qu'est-ce qu'il en est au niveau des déchets, numériques, avec les ASICs qui ne sont plus efficients et donc qui du coup sont jetés ou détruits? Qu'est-ce qu'il en est au niveau véritablement de la plus-value? Est-ce que à l'heure actuelle, le réseau Bitcoin apporte vraiment une véritable plus-value pour la société? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est important de les avoir. On est dans un moment où justement, dans une période où on se pose beaucoup de questions par rapport au futur, notamment pour les jeunes générations dont on fait partie. Et c'est intéressant, mais il faut prendre les choses et les données, les mettre en parallèle pour pouvoir en sortir des conclusions qui sont pertinentes. Et ne pas prendre des données un peu à gauche à droite et en dire tout ce qu'on veut. Alors bon, la dernière chose, c'est pour ceux qui seraient intéressés, c'est une ouverture mais qui est un petit peu plus philosophique. Le président du Salvador a donné sa première interview hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus exactement la date, a donné sa première interview par rapport justement à ce qu'il en est de la conclusion en fait, après cette première année, puisque du coup, le 7 septembre 2021, le Salvador a été le premier pays dans l'histoire à venir à acheter du Bitcoin. Ils en ont acheté pour approximativement 50 millions de dollars. Et donc du coup, on a beaucoup d'articles qui viennent à dire que c'est un désastre, que le Salvador a perdu 50 millions de dollars, que le pays est en dette, qu'ils ne peuvent pas payer, etc., etc. Et donc c'est la première fois que du coup le président vient à en parler, à prendre les choses, à en discuter. À donner des informations qui sont finalement très pertinentes, puisque il dit que bref, je vous laisse lire, peut-être que j'en ferai une vidéo là-dessus. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et je pense que tout le monde qui est intéressé à la blockchain et à la crypto